Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, c'est les Vraies Voix. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous proposer deux débats encore ce soir. Plus des tours de table, plus des échanges haut en couleur avec vous les auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300 et puis avec nos Vraies Voix que je vais vous présenter dans un instant. Les temps forts de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. L'élection du pape Léon XIV est l'objet d'un intérêt mondial considérable. La couverture médiatique de cet événement prouve son importance dans nos sociétés. Parlons vrai, le profil de ce pape américain impacte-t-il réellement votre quotidien? Cautionnez-vous un tel engouement? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Dans nos sociétés occidentales, le pape doit-il tenir un rôle? Alors vous avez le choix, vous savez, c'est le petit QCM sympa. Un rôle de décideur, de référent, symbole ou aucun rôle? Vous nous donnerez votre avis. François Mabille, chercheur associé à l'IRIS, sera notre grand témoin. Et puis 18h40, le coup de projecteur. Les images ne peuvent laisser indifférent. Les célébrations du 9 mai ce matin sur la place rouge de Moscou suscitent une pluie de questions. Alors que Vladimir Poutine est mis au banc de la communauté internationale pour sa tentative d'invasion de l'Ukraine, 29 représentants officiels d'État l'accompagnaient ce matin et participaient ainsi à son opération de force et au service de sa communication. Nous vous posons la question toute simple. Réagissez aussi. Le défilé du 9 mai à Moscou a-t-il conforté le pouvoir de Vladimir Poutine sur la scène internationale? Le rédacteur en chef de la revue Conflit, Jean-Baptiste Noé, nous éclairera aussi donc à 18h40. Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Nos Vraies Voix du jour s'étaient jurés de se retrouver de manière œcuménique pour se défier et se contredire. Ils ont tenu parole. N'est-ce pas, cher Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole? Voilà, absolument ravi de rencontrer Abel, avec lequel je vais me battre. Oui. Même si les sujets sont plus calmes. Bon, et puis avec Tom aussi, vous risquez... Enfin bon, je vais vous les présenter Tom, quand même. Je connais ce qu'il va dire, donc je suis tranquille. Et vice-versa. Chers auditeurs de Sud Radio, je vous présente le plus prévisible de nos... c'est sympa. Tom Conan, Bonsoir. artiste et auteur. Bonsoir Tom. Je savais que... Mais de toute façon, à la seconde où je vous ai vu tous les deux, et tous les trois, vous installer dans le studio de Sud Radio, je me suis vous dit... allez dire vous insultez. Mais... Non, je me suis dit, nous aurons le droit à une très belle émission. Et puis donc le fameux Abel, c'est lui, Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Bonsoir. Heureux de retrouver Philippe Oui, Bilger. bien entendu. Alors je tiens à préciser que c'était amical et que ce n'est pas moi qui suis à l'origine du sparadrap qu'il a sur la joue. Voilà, pour les téléspectateurs. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir le dire. Bon, en tout cas, c'est vrai, vous avez peut-être vu encore ce matin Philippe chez nos amis de CNews. Bon, tout va bien, Philippe, au niveau de la santé. Tout va bien, absolument. Bon, vous êtes un rock. Je ne vais pas demander qu'on s'apitoie sur moi à cause de ça. Sauf si j'ai raison et qu'on me donne tort, là, c'est autre chose. Dans des jeux un peu biaisés. On verra ça. Bon, les auditeurs de Sud Radio, vous l'avez compris, ça va être une émission passionnante où vous avez votre mot à dire, bien sûr. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite au 0826 300 300 où Aude me fait signe, voilà, c'est bon, et où nous accueillons, c'est un joli prénom, Frédéric de Toulouse. C'est une jolie ville aussi. Bonsoir Frédéric. Bonjour Frédéric, bonjour à vos collaborateurs et aux auditeurs, bien entendu. Bonjour à tous. C'est sympa de votre part. Bon, vous avez vu, ils sont remontés. Alors tout à l'heure, parce que vous allez être notre auditeur fil rouge là pendant la première heure, donc vous aurez à les défier. N'hésitez pas parce qu'ils sont tous les trois très forts dans leur domaine. Vous aurez de quoi vous faire plaisir. Philippe Bilger, évidemment, oui. Le Philippe Bilger, c'est... Je perds beaucoup ces dernières années. On perd tous au fur et à mesure des ans, malheureusement. Bon, tant mieux, vous me rassurez. Frédéric, vous vouliez nous alerter sur un des événements qui s'est passé, alors qui passe un peu inaperçu vu l'actualité, mais on vous écoute. Malheureusement, oui. Alors, moi, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur la venue de Ahmad Al-Shara à la présidence de la République, invité par M. Macron. Le président syrien. Je me demande, qui n'est pas président, qui a pris le pouvoir, c'est pas pareil, et qui est invité, mais je me demande si les notes de synthèse de la DGSE ou même les notes officielles de la CIA sont lues au ministère des Affaires étrangères et également à la présidence, car cet homme-là, ce terroriste, est très loin d'être sympathique. Donc je suis assez étonné de la venue et surtout
le discours de M. Barrot qui évoque le sort des Alaouites et des Druzes qui est certain, mais qui ne parle pas une seule seconde du sort des chrétiens d'Orient. Et ça, c'est assez détestable le lendemain du jour de l'élection d'un nouveau pape. Je suis très très étonné. Voilà. Oui, c'est une vraie question importante, Frédéric. Alors bon, rappelons, et ça a été vérifié, que celui qui est officiellement venu en tant que président syrien, Ahmed Al-Shara, a un passé de djihadiste, et donc ça s'est avéré, que Jean-Noël Barrot, vous le citiez, donc notre ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé aussi là-dessus. Je pense que ça fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger. On en a déjà parlé, mais bien sûr, la réaction de Frédéric est totalement compréhensible, même si le président de la République a cherché à justifier la venue de ce président par intérim, et il l'a fait d'une manière pragmatique, réaliste, qui ne paraît pas complètement aberrante. D'ailleurs, il a éprouvé le besoin de dire qu'il a attiré l'attention de ce président sur le nécessaire respect de tous les habitants de la Syrie. Oui, toutes les ethnies, notamment, voilà, on parle des Alaouites, entre autres. C'est de la diplomatie, Tom Conan. Des fois, il faut mettre ses ennemis avec soi, non? Vous n'êtes pas trop oui, c'est la réelle politique. Ouais. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Ça m'a assez choqué, effectivement, quand j'ai vu ça. Je ne connais pas du tout l'ensemble des raisons, effectivement, qui ont présidé à cette venue. Mais ouais, je ne sais pas si, dans le moment présent, c'était vraiment quelque chose de nécessaire. Est-ce que il n'y avait pas des problèmes un peu plus urgents à traiter actuellement, y compris sur le plan international, avec la situation à Gaza en particulier, dont on parle, à mon avis, largement insuffisamment dans la situation actuelle. Ça fait quand même partie de l'actualité, hormis hier, quoi. Mais sinon, mais assez peu par rapport à ce qui se passe actuellement. Je trouve que ça devrait être quand même le focus. Alors rappelons que l'armée israélienne a bombardé à Damas aussi, la capitale syrienne. Donc tout cela est lié. Tout cela est lié, en effet. Ouais. Abel Boilly. Moi, je pense aux familles de victimes, leur réaction lorsqu'elles ont appris ça. Je dis toujours qu'Emmanuel Macron, c'est un joueur de poker. Peut-être qu'il s'est dit qu'en le recevant, il allait peut-être se le mettre dans sa poche. Il voit des intérêts politico-économiques sur le long terme. Est-ce qu'il fallait lui parler? Peut-être, mais pas sur le territoire français et pas le recevoir à l'Élysée. Parce que quelque part, c'est le cautionner, c'est l'inviter à la table des grands, et cautionner ce monsieur, c'est cautionner son passé, qu'on le veuille ou non. Donc je trouve que c'était très maladroit de le recevoir de cette manière-là. Alors au niveau du protocole, c'était pas le haut niveau. Oui, peut-être, mais il a quand même... sketch de Coluche, il a descendu 3 marches, tout ça. Bon, là, il a quand même reçu sur les escaliers le serrage de main, la photo devant les journalistes. Il y avait quand même quelque chose d'assez protocolaire et d'assez institutionnel, respectueux. Quand on connaît le passé de ce monsieur, il y a de quoi être choqué quand même. Bon, Frédéric, vous avez vu tout de suite les réactions de nos vraies voix, et puis on imagine aussi des auditeurs de Sud Radio. Merci Frédéric de nous avoir alerté sur ce point d'actualité. Vous serez avec nous tout à l'heure pour nous parler du pape, on est d'accord, Frédéric? En effet, oui, c'est bien ça. Bon, vous êtes plutôt convaincu ou pas par ce nouveau pape? Alors, à vrai dire, j'aurais préféré le patriarche de Jérusalem, ou voir avec beaucoup de bonheur le Monseigneur Sarah. Ouais. Donc ça n'est pas tout à fait... alors, c'est très bien qu'il ait un nouveau pape. Mais bon, c'était pas votre choix. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes plutôt calé sur le sujet. Ça tombe bien, vous serez avec nous. Dans un instant, nous parlerons. Alors, il y aura le réquisitoire du procureur, ça c'est important. Restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Un trio de vraies voix absolument exceptionnel dans la mesure où il est particulièrement complémentaire. Philippe Bilger, Tom Conan, Abel Boilly, l'un d'entre eux, en l'occurrence le plus magistrat. Philippe Bilger nous conviera à sa petite chronique habituelle qui est un grand moment, le procureur. Mais avant, dites-nous tout, Félix Mathieu. Vous allez nous donner les 3 mots de l'actu que vous développerez après la chronique de Philippe Bilger, justement. Et oui, puisqu'on va parler de la première messe de Léon XIV, de ce défilé à Moscou avec une vingtaine de dirigeants étrangers autour de Vladimir Poutine, et puis de ce traité franco-polonais, aujourd'hui une alliance justement face à la menace russe pour protéger un peu le flanc est de l'OTAN. 3 mots, messe, défilé et alliance. C'est noté, place au réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
Philippe, Laurent Wauquiez annonce la suspension des aides de sa région à l'université de Lyon 2. Vous réagissez ? Oui, parce que selon Laurent Wauquiez, c'est une université qui est tombée dans une dérive islamo-gauchiste. Alors on a tous connu la controverse liée à Fabrice Balanche et la réaction choquante de la présidente à l'époque qui avait en quelque sorte incriminé la victime elle-même. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on considère que ce président de la région, Laurent Wauquiez, dont ça n'est pas une première de sa part, est légitime lorsqu'il suspend les aides à partir d'une appréciation idéologique et politique, ou si on trouve ça choquant. Moi, il me semble que c'est acceptable à partir du moment où ça ne résulte pas d'une politique globale, comme par exemple, j'ai cru le comprendre, celle de Donald Trump, qui a une vision d'une plénitude discutable sur les universités aux États-Unis. Là, ça ne me choque pas. Et réaction Tom Conan. Décidément, il fait pas bon d'être chercheur en ce moment, quand même. Parce que d'ailleurs, il y a des chercheurs américains qui vont venir renforcer les équipes françaises, parce que là-bas, c'est difficile pour eux. Oui, soi-disant. Ça serait bien, effectivement, mais je doute effectivement qu'on ait les moyens. Ça me semble être vraiment de la poudre aux yeux, même si c'est souhaitable. Moi, je l'appelle de mes voeux, ce mouvement-là. Néanmoins, voilà, entre ce qui se passe effectivement aux États-Unis avec des attaques quand même très très fortes contre le monde de l'enseignement et de la recherche, et maintenant des actes beaucoup plus isolés, mais comme ceux de Laurent Wauquiez sur Lyon 2, qui est quand même une grande fac, d'ailleurs. C'est une très très grande fac, Lyon 2, notamment sur la philosophie, etc. Les sciences humaines. Donc non, je trouve ça totalement aberrant. Il peut y avoir évidemment des critiques, peut-être sur de tel et tel point. Ça, c'est parfaitement de son droit et de son ressort. Mais on ne s'attaque pas à la recherche de cette manière-là. Je rappelle quand même qu'il y a un statut d'enseignant-chercheur qui est quand même aussi libre. Il y a une liberté académique qui doit être protégée, y compris si on est contre personnellement les opinions de tel et tel enseignant, mouvement. Enfin voilà, ça dépasse les questions individuelles. C'est une question qui est institutionnelle. Ça fait penser au professeur qui dit qui a fait ça. Personne ne répond. Vous êtes tous punis. Ouais, bon, il y en a qui n'ont rien fait. Je trouve ça assez choquant. Abel Boilly. Et en plus, tout en étant d'accord avec vous deux, Laurent Wauquiez, il est en campagne aussi, donc il y a un contexte qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que vraiment ce qui se passe à Lyon 2, c'est à un point tel que ce sont des choses qu'on ne voit pas dans d'autres universités? Je ne sais pas, mais moi j'ai des doutes sur, la volonté réelle de cette action. Je pense que c'est un acte de campagne, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de politiques actuellement qui sont dans une sorte de concours l'épine de qui incarnera le mieux l'autorité, et c'est clair que pénaliser toute une université, nous, médiatiquement, on est au courant que de deux faits. Donc, il y a eu cette intrusion par rapport au conflit israélo-palestinien, et aussi après, a priori, un appel au repas pour la coupure du jeûne. On est au courant de rien d'autre. Bon, est-ce qu'il y a tant d'éléments, est-ce qu'il y a tant de débordements que ça? Je n'en suis pas sûr à titre personnel, donc ça lui permet peut-être de parler à un certain électorat. En tout cas, c'est mon opinion. Et si vraiment la fac est débordée par des phénomènes islamo-gauchistes, comme on dit, qu'il puisse étayer un petit peu son propos, que l'on puisse apprécier cela. Ça n'est pas d'aujourd'hui, Abel, que Laurent Wauquiez a cette attitude, vous avez raison. Bien entendu. Mais quand Tom dit qu'on a le droit à des pensées individuelles, on peut aussi avoir le sentiment, mais à tort ou à raison, que certaines universités sont profondément gangrenées par un tissu qui ne relève plus de la recherche libre et impartiale, mais d'une idéologie, et parfois des universités comme Lyon 2. Mais toutes les facs et tous les mouvements étudiants ont été impactés par les guerres. Pendant la guerre du Vietnam, on savait ce qu'il y avait. Pendant la première guerre en Irak aussi, il y a toujours eu des mouvements, en fait. Oui. Donc maintenant, est-ce que ça nécessite de bomber le torse? Voilà. Moi, c'est une question que je pose. Je n'ai pas tous les éléments. Et surtout, je pense que la liberté doit justement permettre les excès. C'est justement parce qu'ils sont libres. De gens qui ont déjà pris leur parti de gauche, moi, ça... Oui, mais justement, la liberté de ces gens, c'est de pouvoir être de gauche, de droite, libéraux, oui, mais quand il n'y a que de la gauche, c'est un peu gênant. Et surtout s'ils veulent imposer leur vision des choses aussi, c'est ce que vous soulignez. Merci à vous trois. C'était passionnant, ce réquisitoire du procureur. Comme nous vous l'annoncions, les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Félix, dans l'actu, donc vos 3 mots, messe, défilé et alliance. Léon XIV déplore le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir lors de sa première messe. Le nouveau pape a même dit quelques mots en anglais, si vous vouliez vérifier qu'il est bien américain. Vladimir Poutine dresse de nouveau un parallèle entre sa guerre en Ukraine et la victoire de 1945 contre les nazis, défilé du 9 mai à Moscou devant une vingtaine de dirigeants étrangers, chinois notamment. Et puis pendant ce temps, la France et la Pologne signent un traité d'amitié et de coopération renforcée, alliance justement face à une Russie jugée de plus en plus menaçante sur le front est de l'OTAN. Les vraies voix Sud Radio. La première homélie d'un pape venu des États-Unis où il est né et du Pérou. Il a longtemps été missionnaire pour sa première messe devant les cardinaux qui l'ont élu. Léon XIV a déploré le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Et puis comme il n'y a pas que le latin ou l'italien dans la vie, le nouveau souverain pontife a donc aussi un peu speak English. To the ministry of Peter, you have called me. Pour le ministère de Pierre, vous m'avez appelé à porter cette croix, à être béni par cette mission. Et je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour marcher avec moi, alors que nous continuons en tant qu'Église, en tant que communauté d'amis de Jésus, en tant que croyants, à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer l'Évangile. De son nom d'état civil, Robert Francis Prévost, 69 ans, est donc considéré comme un proche de François, apte à réunir différentes sensibilités de la curie. Frédéric Mounier, ancien correspondant de la Croix au Vatican, nous parle aussi d'un ancien cardinal très actif dans la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église. Il a été à l'origine de l'une des dernières décisions du pape François qui a conclu à l'interdiction et à la dissolution d'un groupement péruvien qui s'appelle Sodalicio, qui était un groupement soi-disant consacré à la nouvelle évangélisation, mais qui en fait était métastasé de l'intérieur par des prédateurs criminels pédophiles et par l'extrême droite. Monseigneur Prévost, à l'époque, avait appuyé l'impératif de cette dissolution de ce groupement. Je pense que c'est un signe de son engagement dans la lutte contre les abus de toutes sortes dans l'Église. L'ancien correspondant de la Croix au Vatican, Frédéric Mounier, avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Et donc effectivement, il a quand même un vrai accent américain de Chicago, les spécialistes diront. Voilà. Deuxième mot, bien sûr, nous y revenons à 17h30 sur le rôle de ce pape. Ça sera notre grand débat. Vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio. Donc deuxième mot, Félix Mathieu, défilé avec Vladimir Poutine qui accueillait à Moscou des dirigeants étrangers pour les commémorations du 9 mai. C'est la fête la plus importante du calendrier patriotique russe. Et pour les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, le défilé se tenait cette année en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers, chinois, brésiliens, biélorusses, cubains ou bien encore par exemple vénézuéliens. L'occasion pour le président russe de dresser, un peu comme les années précédentes, des parallèles entre cette guerre d'invasion de l'Ukraine et la Seconde Guerre mondiale. La Russie a été et restera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Elle luttera contre les atrocités commises par les partisans de ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous sommes fiers de leur courage, de leur détermination, de leur force d'âme qui nous a toujours apporté uniquement la victoire. Vladimir Poutine à Moscou qui a aussi salué et même donné l'accolade à des militaires nord-coréens. Coopération militaire désormais totalement assumée au grand jour entre la Russie et la Corée du Nord. Vladimir Poutine les a remerciés pour leur engagement donc aux côtés de son armée en Ukraine. Là aussi, 18h40, ça sera l'objet de notre coup de projecteur. Nous en parlerons avec les vraies voix et puis avec nos grands témoins. Troisième mot, c'est alliance, signée aujourd'hui par la France et la Pologne, Félix Mathieu. Oui, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk signé aujourd'hui à Nancy un traité d'amitié et de coopération renforcée entre les deux pays. Ce traité inclut une clause de défense mutuelle, par exemple avec la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire. Alliance face à justement une Russie jugée de plus en plus menaçante sur le front est de l'OTAN après déjà 3 ans de guerre en Ukraine. Le président Macron tout à l'heure s'est dit favorable d'ailleurs à une trêve idée évoquée par Donald Trump.
ce qui nous permettra de bâtir une paix robuste et durable dans laquelle on négociera les garanties de sécurité. Il faut déjà qu'on arrête les combats. Et sans l'Amérique, l'Ukraine peut se défendre, non, Monsieur le Président? Je pense que ce sera beaucoup plus dur, nous savons. Et c'est pour ça que c'est important de garder les Américains en guerre. Mais si c'est pas le cas, vous pensez que l'Europe... Je ne fais pas de politique fiction, je me bats pour que ça soit le cas. Emmanuel Macron avant la signature de ce traité franco-polonais qui marque donc le poids grandissant de la Pologne en Europe. La Pologne en première ligne donc sur ce front est de l'Alliance Atlantique, acteur clé de l'OTAN. Eh bien merci cher Félix, on vous retrouvera évidemment, mais vous avez vu que nous allions nous appuyer sur deux de vos thèmes pour nos prochains débats. Bah, bien sûr, et notamment dans un instant votre grand débat, vous les auditeurs de Sud Radio, au lendemain de l'élection du pape Léon XIV. Les commentaires se succèdent, la planète entière commente le profil, la ligne idéologique, les ambitions de cet homme d'église qui semble jouir d'un pouvoir considérable sur notre quotidien. Alors nous vous interrogeons sur le compte X de Sud Radio et vous intervenez également à l'antenne au 0826 300 300. La question, le petit test, dans nos sociétés occidentales, le pape doit-il tenir un rôle de décideur, de référent, de symbole ou aucun? Vous nous donnez votre avis. Dans un instant, on vous dira les pourcentages de chaque possibilité. François Mabille, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux, sera notre grand témoin. Bonsoir François Mabille. Très rapidement, bonsoir. Ce pape est-il de fait un puissant de ce monde encore ou pas? Ah, pas encore, il faudra attendre pour cela. Bien, nous vous attendons avec impatience, les vraies voix aussi, les auditeurs de Sud Radio, le grand débat dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix qui se préparent avec vous, les auditeurs de Sud Radio, à débattre autour de la question du pape. Nos trois vraies voix ce soir: Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, ancien magistrat; Tom Conan, artiste et auteur; Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes sur les starting blocks tous les trois? Bon, vous n'êtes pas tous les deux contre Philippe et on est d'accord. Hein, parce que, moi, j'adore être minoritaire. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez, c'est parti. Je me méfie du Les pluriel. vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'Américain de naissance, péruvien d'adoption, français d'origine, Robert Francis Prévost est devenu hier le 267e pape de l'histoire. Tous les grands chefs d'État saluent son élection. Les médias du monde entier décortiquent le profil de Léon XIV. Certains lui prêtent des missions planétaires. Son duo avec Donald Trump, son ouverture sur les minorités, ses connaissances canoniques font de cet homme un espoir pour beaucoup. Parlons vrai. Est-ce cohérent de prêter tant d'importance à cet homme de religion? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Dans nos sociétés occidentales, le pape doit-il tenir un rôle de décideur, de référent, de symbole ou aucun? Je vous donne dans un instant les résultats de la consultation. Allez-y. Notre invité est François Mabille, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique et religieux. Bonsoir et donc bienvenue, cher François Mabille. Merci. Je vais donner déjà la parole là à Philippe Bilger, hein, et puis sans doute ira-t-il déjà vous chercher. Philippe Bilger. Mais alors, d'abord, je voudrais faire amende honorable puisque j'ai lamentablement échoué dans mon pronostic hier. Considérant que l'élection avait été rapide, j'en avais conclu que ce serait le favori qui l'aurait emporté, c'est-à-dire le cardinal Parolin. Mais une fois que j'ai fait cette contrition, je pense que ce qui me passionne dans l'élection du pape, même si moi-même je n'étais pas de culture catholique, c'est le fait qu'il est un référent non seulement pour les catholiques, les chrétiens, mais il me semble pour beaucoup de gens qui dans le monde ont besoin de sortir de ce que j'appellerais les pesanteurs politiques. Ça n'est pas neutre, me semble-t-il, d'avoir dans notre monde déchiré, troublé et qui est sujet à des antagonismes irréconciliables parfois. En tout cas, malheureusement, on le soupçonne d'avoir une personnalité qui, quoi qu'on pense d'elle, peut être trop compassionnelle ou trop autoritaire, en tout cas, est complètement dégagée des rapports de force et de pouvoir et est chargée de transmettre
au monde tout entier un universel humain. Alors on peut le discuter, on peut juger ça naïf, utopique, mais ça me semble la grandeur d'un pape. Ce que disent les auditeurs, ce que vous dites, et vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Alors, est-ce que dans notre société occidentale, le pape doit avoir un rôle de décideur? Vous dites oui à 6% seulement. En revanche, référent, et vous l'avez évoqué Philippe Bilger, à 28%. Symbolique, c'est le maximum, à 43%. Aucun rôle, 23%. N'oublions pas aussi cette idée. Est-ce que donc François Mabille, ce pape, peut-il, dans les conditions qui sont les siennes actuellement, jouer un rôle très fort dans nos sociétés ? Non, je pense que votre sondage donne bien les indications, c'est-à-dire que il y a le rôle du pape, mais on voit bien la situation du catholicisme et puis la manière dont le catholicisme est perçu dans la société contemporaine. Donc il y a à la fois une attente relative, mais dans l'attente relative, il y a le relative. Donc le pape est une des voix qui peut être entendue, mais on sait bien que sur un certain nombre de sujets, les propositions catholiques ne font pas unanimité, voire sont sévèrement combattues. Donc, comme le disait l'intervenant précédent, effectivement, il est une voix qui est en partie dégagée des contingences temporelles. Voilà, encore que le pape précédent s'est quand même bien ingéré dans un certain nombre de sujets. Il est sans doute le seul représentant religieux qui a une parole entendue au niveau international. Être entendu ne veut pas dire qu'on suscite l'adhésion. Oui, être entendu, mais pas forcément écouté. La petite nuance. Peut-être Abel Boilly sur ce rôle, parce qu'il a quand même bénéficié là d'une couverture médiatique immense, de réactions de chefs d'État. Ce n'est pas anodin. Oui, bien entendu, mais il faut voir un petit peu ce qui se passe depuis la mort du pape François, qui a été très brutale, parce qu'il faut quand même rappeler que la veille, quand même, il a salué la population au balcon. Il est mort dans la nuit. L'élection de Léon XIV s'est faite assez rapidement. Moi, je serais entre le référent et le symbole. En fait, il n'y a pas d'étape entre les deux. Pourquoi ? Parce que je pense que, malgré tout, il ne faut pas décharner l'histoire de l'humanité de la substance religieuse, voire spirituelle. Et je pense que l'élection de ce pape peut marquer le monde chrétien, mais pas que, le monde musulman, le monde bouddhiste, parce que nous sommes quand même face à ce défi où nous devons passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et je pense qu'il est important de voir comment cela va se passer, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Église catholique a été, comme ça vient d'être dit, traversée par des crises. On a parlé du sujet de la pédocriminalité, il y a le sujet de la clérogamie aussi, avec le questionnement du mariage des prêtres, qui pourtant existait dans les premiers siècles de l'Église catholique. Et on sait aussi que le pape François n'était pas forcément adulé par tout le monde. Par exemple, Philippe de Villiers a pu être assez critique sur le fait qu'il ait été un pape wokiste, multiculturel. Donc voilà, donc on a besoin de voir comment est-ce que Léon XIV va réussir à faire consensus et dans le monde chrétien, mais aussi dans les connexions interreligieuses. Bon, 38 millions de personnes se considérant comme chrétiens. Le christianisme était la religion la plus représentée en France en 2020. Ce sont des chiffres de 2020 et devrait, malgré une légère baisse, le rester en 2030 d'après les estimations. Tom Conan, avant de redonner la parole à François Mabille, vous, alors bon, on l'a compris, Philippe, c'était peut-être un peu plus référent. Vous, c'est entre référent et symbolique. Abel, vous, c'est aucun, non ? Non, il a un rôle, il a un soft power, c'est évident, pour parler en tout cas des questions d'influence au niveau politique et sociétal. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, la dimension proprement religieuse. Elle peut être évidemment intéressante, évidemment en soi, mais c'est pas ce qui m'intéresse prioritairement, parce que je pense qu'il a pas mal de chantiers sur la table. On verra ce qu'il fait, mais effectivement, moi je discutais même hier avec un ami qui en connaît bien davantage sur le sujet que moi, et il me disait qu'en effet, fut un temps, les prêtres pouvaient se marier. En effet, je pensais que ce n'était pas possible dans l'Église catholique. Donc ça me semble être, ça serait, je pense, un sacré progrès, parce que je pense qu'il y a quand même des vrais problèmes dans le recrutement des prêtres et dans le profil, on pourrait dire, psychologique de certaines personnes, qui peut ensuite mener éventuellement à des choses extrêmement graves dans les comportements
notamment, vous avez rappelé la question de la pédocriminalité par exemple. Donc ça, c'est une question, je pense, qui est très importante à mon avis, qui pourrait vraiment orienter là l'Église vers une autre direction, plus moderne, on pourrait dire, même si ce terme est très galvaudé. L'autre point aussi, c'est la bénédiction des personnes de même sexe. Il semblerait que ça, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas prêt de renoncer. François avait fait une petite ouverture. Voilà, apparemment, il ne s'agirait pas de revenir sur ce point-là. Il y a aussi la question des femmes, du rôle des femmes au sein de l'Église en tant que telle, qui pourrait être également revu. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de points. J'ai l'impression qu'il pourrait vraiment être le rôle de catalyseur de tout ce qui s'est passé sous le pape François pour aller un peu plus loin et achever un peu cette transition entre guillemets progressiste, même si je sais que ce terme n'est pas du tout adapté dans la thématique actuelle. Bon, François Mabille, je le rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous venez d'écouter nos 3 vraies voix qui ont mis l'accent sur 2 choses. Alors il y a l'aspect communication extérieure et intérieure. Donc intérieur déjà, dans le monde catholique. Est-ce que ce pape est amené à faire bouger les choses, oui ou non ? J'ai envie de vous dire qu'il est amené sans doute à les recadrer. Il ne faut pas oublier que c'est un juriste. Il est docteur en droit canonique, c'est-à-dire le droit qui régule l'Église catholique en interne et dans ses rapports avec le monde. Et donc je pense que ce pontificat va être un pontificat de maturation, c'est-à-dire reprendre les dossiers qui ont été ouverts, revoir les portes entrebâillées par le pape François, mais sans doute les discuter d'une autre manière, sans doute un petit peu moins flamboyante, un petit peu moins polémique, et effectivement en juriste, c'est-à-dire en s'appuyant quand même sur le droit de l'Église, quitte à le modifier, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des révolutions dans les différents domaines qui ont été très justement évoqués précédemment. Bon, et quand bien même cela évoluerait-il, est-ce que Philippe Bilger, vous pensez que ça puisse avoir un impact sur notre quotidien, peut-être sur la vision des choses ? Je rejoins ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression que le pape Léon XIV décapera un petit peu le propos et la pratique du pape François, de ce qu'il pouvait avoir d'un peu trop idéologique, voire trop politisé. Et de fait, il va aboutir à une vision plus centriste, plus moyenne, plus acceptable, me semble-t-il. Quant au reste, j'entends le point de vue développé par Tom Conan. Je suis très amusé lorsque j'entends que l'Église, pour rester elle-même, doit s'ouvrir vers des choses qui lui feront perdre profondément son identité, qui est de cultiver l'absolu dans un monde relatif. Je me demande qu'est-ce qu'il resterait de l'Église si on allait vers les orientations que souhaite mon ami Tom. Mais non, mais ça dépend lesquelles, Philippe. Non, mais vous en avez cité 4. Sur la question des prêtres. Vos priorités, c'est... Non, mais sur la question du mariage des prêtres, comme Abel l'a dit tout à l'heure, c'était effectivement, moi-même, je l'ai appris hier. Oui, mais c'était possible, fut un temps. Ça m'est égal complètement. Bon, vous pouvez... Donc je ne doute pas un seul instant que ça existait. D'ailleurs, dans les premiers siècles de l'Église catholique, ça existait. Oui. Ça existait. Tu penses que ce serait pas une bonne chose? Attendez, chacun son tour. Philippe, le pape Léon XIV, qui n'est pas pour le mariage des prêtres. Bon, c'est tout. Bon. Alors que ça paraît complètement hors sol de nos jours, Tom Conan, c'est ce que vous dites. En tout cas, moi, au début, je pensais que c'était contraire au magistère, et il semblerait que ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment, moi, je suis pas du tout un expert du droit canonique. Donc, si c'est pas impossible de le faire, pourquoi effectivement ne pas aller dans cette direction? Ça pourrait quand même pas seulement ouvrir, c'est pas seulement cette question-là. La crise conjugale est compatible avec la transcendance. Ça va être très bien. Je vois pas en quoi ça serait problématique. Non, mais qu'est-ce qui empêcherait? Où allez-vous chercher ça, Philippe Bilger? Non, mais pourquoi est-ce que ça vous chagrainerait qu'il y ait une ouverture de ce type? Bêtement, j'aurais le sentiment qu'il manque une sorte de plausibilité dans le service de l'absolu. D'accord. Mais c'est... Non, mais c'est votre avis. Alors, réaction 0826 300 300. Vous réagissez, les auditeurs, avec Christophe qui appelle d'Albi. Bonsoir, Christophe. Et bonsoir à vous tous. Vous avez une activité dans le domaine religieux, c'est ça? Ah ben, je suis prêtre. Ah oui, c'est une activité assez précise. Et catholique? Alors non, je ne suis pas catholique, je suis prêtre orthodoxe. Donc tout comme les pasteurs protestants, vous êtes donc prêtre orthodoxe, vous avez le droit au mariage. On vous écoute réagir. Alors,
En fait, il faut dire que l'Église a deux colonnes. En fait, il y a deux poumons. Il y a le poumon romain et le poumon oriental. Et le poumon oriental a le droit, en fait, d'avoir des prêtres mariés. Seuls les évêques sont des anciens moines et doivent rester célibataires. Voilà. Et donc, vous incarnez ce côté oriental en étant orthodoxe, on le rappelle. C'est ça. Et en France, il existe donc des prieurés, des églises donc dites orthodoxes, et nous avons un certain nombre de prêtres avec leurs épouses. Moi, je suis prêtre célibataire, mais c'est un choix que j'ai fait. Bon. Et vous pensez donc que ce serait une bonne chose que d'amener ça, si j'ose dire, au sein de l'Église catholique? Question de Tom Conan, répondez Christophe. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Tom Conan, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église catholique romaine puisse en fait s'ouvrir, mais en fait c'est même pas une ouverture, c'est revenir à l'origine. Ouais, ce que disait Abel. Vous avez chez les protestants d'ailleurs, les pasteurs sont mariés, et vous avez aussi des pasteurs donc femmes qui donnent le culte. Bon, merci beaucoup Christophe. Oui, pour conclure, allez-y pour conclure. Oui. Je dirais pour les femmes, c'est encore une autre voie. Mais en tout cas, pour conclure, c'est que à l'origine, les apôtres de Jésus étaient mariés, et jusqu'au XIIe siècle, les prêtres pouvaient être mariés. Merci en tout cas pour ce témoignage très important. Autre réaction, 0826 300 300. Frédéric de Toulouse qu'on retrouve. Frédéric, vous avez entendu cette petite consultation de ce pape. Vous attendez quoi? Qu'il ait un rôle de décideur, de référent, un rôle de symbolique ou aucun? Alors pour moi c'est tout à la fois, parce que les référents certainement ont vu la religion catholique, et des églises qui sont attachées comme maintenant ce prêtre qui est orthodoxe. Par ailleurs, un référent également pour respecter la parole de Dieu et la parole de Jésus, afin de la transmettre au mieux, et aussi d'un point de vue politique, parce que c'est vraiment le Vatican a un vrai rôle politique dont on n'entend pas parler forcément. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit un pape américain, puisque je pense que c'est le précédent évêque qui était ministre des Affaires étrangères du pape François, qui a introduit l'anglais, alors que la langue de référence pour la diplomatie vaticane était le français. Donc, il y a une petite forme de cohérence sur l'élection de ce pape américain. Oui, c'est au niveau du symbole, c'est très fort. Alors Frédéric, là, en fait, vous avez mis un petit peu tout le monde d'accord en disant les quatre en même temps. C'est vrai que personne n'y avait vraiment pensé. Enfin, je dis tout le monde d'accord. Oui. C'était évident. Mais moi, je mettrais une nuance quand même, parce que décideur. Mais il n'est pas décideur. Oui, mais pour répondre à la question, on peut pas souhaiter qu'il soit décideur, parce que ça serait une atteinte à la laïcité quelque part. Mais la référence et le symbole, je pense que. Mais ce que dit Frédéric, c'est que décideur aussi à son niveau. Et ça sera ma question pour François Mabille, notre chercheur associé à l'IRIS et grand témoin. François Mabille, si ce pape est américain au moment où le chef d'État américain est Donald Trump, qui n'était pas forcément pour sa nomination, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un rôle au niveau géopolitique? Et là, cette fois-ci, on parle des réactions extérieures. Oui, bien sûr. D'une part parce que le positionnement de Trump face à un de ses concitoyens ne peut être que différent de celui qu'il avait préalablement avec le pape argentin. D'autre part, ce nouveau pape, bien évidemment, va avoir des relations différentes avec l'épiscopat nord-américain. Donc, on peut effectivement penser que là, il va y avoir une évolution, sachant que sur un certain nombre de thèmes, il a déjà manifesté auparavant son opposition à la politique de Trump. Donc là, effectivement, à la fois symboliquement et puis par son influence et son pouvoir sur l'Église catholique et les évêques catholiques, il y aura nécessairement un impact. Est-ce à dire que cet homme est capable de faire avancer la cause de la paix aujourd'hui ? Je dirais pas jusque-là. Le pape François a essayé de le faire avec son
son style propre. Sans doute que là, il y aura une révision de la diplomatie pontificale. Et puis, lorsqu'il y a un impact du Saint-Siège, ça s'inscrit tout de même dans des contextes extrêmement particuliers. On a bien vu que les médiations, elles ont réussi à Cuba, mais parce que Cuba était un conflit pratiquement oublié, ancien de la guerre froide. Lorsque le pape a tenté de se poser comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie, il n'y est pas parvenu. Donc ici encore, il faut relativiser l'influence du pape, même si elle peut effectivement exister suivant les contextes. Merci de votre contribution, cher François Mabille, avec tout ce travail que j'aimerais encore reciter en exemple, ce travail de l'IRIS. Vous êtes directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux et tous ces regards, tous ces travaux justement sont très utiles pour nos débats en général. Nous allons rester avec vous les auditeurs de Sud Radio. Frédéric de Toulouse, qui est notre fil rouge, est prêt. Il va se lancer dans le grand quiz musical de ces grands ponts. Les vraies voix sont prêtes. Nous vous retrouvons, allez, dans quelques secondes. Soyez prêts. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Nous y sommes avec Frédéric, notre auditeur, qui reste avec nous pour le grand quiz musical. Vous y connaissez en chanson, Frédéric, ou pas? Un petit peu, mais moi je suis plutôt pas portugais, donc on verra. Bon, alors on vous entend pas très bien. On va essayer de caler un peu mieux le téléphone. En tout cas, on vous sent motivé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous choisissez un des trois qui est autour de la table, soit Philippe Bilger, soit Tom Conan, soit Abel Boilly. Vous faites un duo face à l'autre duo. Vous choisissez qui? J'ai choisi Abel. Il est très bon, on l'a constaté la dernière fois. Il n'a même pas besoin de l'aide de l'arbitre. J'entends le message que l'arbitre, en l'occurrence c'est moi, j'entends le message subliminal de mon ami Philippe. Le tac à la gorge, bon, voilà. donc Abel et Frédéric, et puis un duo inattendu, donc Tom avec Philippe. Le jeune et le vieux, c'est parfait. Alors, vous connaissez le principe, chaque duo répond. Donc en l'occurrence, le premier extrait, il faut trouver l'interprète. Le premier extrait, il va être réservé au duo Abel et Frédéric, notre auditeur. Vous n'avez le droit qu'à une réponse, sinon c'est l'autre duo qui prend la main. C'est ça? Ouais, l'interprète. Donc uniquement le duo Frédéric-Abel. On commence par du très facile. Écoutez. Sheila. Oui, Sheila, oui, les deux, Abel et Frédéric, superbe. Très bien. C'est la version d'origine, ça? Non, c'est pas la version d'origine. Ça serait trop facile. C'est pas la version de mon enfance, ça. Ça serait trop facile. Bon, vous allez voir, vous l'avez compris, le thème, il tourne autour du religieux, bien sûr. Bob Sinclair, c'était mis un remix ou je sais pas quoi. Ne soyez pas vieux jeu, cher Abel. Attention, donc le duo Tom, Philippe Bilger. Écoutez, qui chante ça? C'est Paul Naref. Paul Naref. Très bien, vous égalisez un partout. Donc les premiers sont toujours simples. On est d'accord. Yes. On est toujours sur le thème religieux. On repasse au duo Abel et Frédéric. Qui chante ça? J'hésite entre deux. Ah, je vous avais dit que c'était un petit peu plus dur. Tu as gagné ta place au paradis. Vous ne répondez pas, Tom. Alors, Frédéric, vous dites quoi? Le gars de la Réunion, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Non. Allez, vas-y, Tom. Top. Et ben c'est l'autre équipe qui prend la main. C'est Palmas. Deux Palmas, super. Vous prenez le point. Palmas, c'est réunionnais, hein. Alors, oui, il est de la Réunion, me dit Maxime. Je savais pas. Bon, bah voilà. Bah donc on a le point alors. Il faut me dire. Ouais, exactement. Je vous ai pas demandé la région d'origine, je vais demander le nom de l'interprète. Mais attention, si toutefois Philippe et Tom ne trouvent pas, eh bien vous pourrez reprendre ce point perdu. Mais vous avez fait le trou effectivement. Qui chante ça? C'est à vous, Philippe. C'est pas Indira, non? Ah, c'est pas Indira, non. Pas de bonne réponse. Allez-y, Frédéric et Abel, c'est à vous. Je ne sais pas. Merde. Ah, vous pouvez reprendre le point. Je sais plus quel. Je connais quelle?
Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. C'est Mentissa. Mentissa qui a été une des stars révélées par The Voice. Donc on reste à 2-1. Il faut arriver à 5 points. Il y a 8 extraits. Qui a 2 Eh ben, vous avez 2. Ok. Ils ont 2 Non, vous avez 3. Qui a 3 Non. Non, il y a 2 points pour Philippe et Tom et il y a 1 point pour Abel et Frédéric. Moi, je pensais qu'il y avait un partout, mais bon. Non. Abel. Non. Non. On passe maintenant au 4e extrait. C'est parti avec le duo des vraies voix, Philippe et Tom. Et moi. Vous trouvez. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Florent Pagny? Oui, bien. Ça vous fait 3 points. C'était un homme? Ouais, Florent Pagny. C'était un homme. Florent Pagny est un homme, Philippe. Non, mais la voix. Vous êtes très doué parce que la voix était pas évidente. C'était pas évident. Bravo, Tom. Alors donc, et je vous redonne les points. Donc le Sheila, c'était pour nos auditeurs. Le Polnareff, c'était pour nos vraies voix. Le Palmas, c'était pour nos vraies voix. Mentissa, c'était pour personne. Donc ça faisait 2-1. Donc maintenant, ça fait bien 3-1. Pour notre duo des vraies voix. C'est maintenant au tour de Frédéric et d'Abel. Écoutez. Marie Merveille, Marie Bonheur, c'est pas Jacques Brel, ça? Alors Frédéric, donnez une réponse, allez-y. J'ai dit le frère caché de Sœur Sourire. Non. Non, vous pouvez répondre, Philippe et Tom. Henri Dess, non, c'est terrible. Marie Bonheur. Non, c'est un mec avec mais c'est trop tard, oui, c'est un mec, oui, bien sûr. Celui qui a chanté Prendre un enfant par la main, quand même, Yves Duteil. On reste à 3-1, c'est encore possible. Allez, le duo. Non, mais il y a un problème avec les aigus dans le son parce que je reconnais aucune voix, en fait. Bah, bien sûr, Yves Duteil. Faut mettre plus de grave, en fait. Oui. Attention, les vraies voix, donc Philippe et Tom, qui chantent ça? Vous pouvez gagner sur ce point. Oui. Ça, c'est votre génération en plus. Mais oui. C'est un groupe, hein. Il était une fois. Oui, il était une fois. Allez, je le compte à Philippe. C'est gagné. Dans les draps des choses pas nettes. Vous gagnez. La personne s'appelle Il était une fois. Non mais Frédéric. Oui, non mais ça c'est la chanson. J'ai encore rêvé d'elle. Le groupe s'appelle Il était une fois. Oui, avec la chanteuse Frédéric. Abel, on ne discute pas. Et Philippe, vous aurez eu l'extrême obligeance de noter qu'il y avait une mauvaise réponse donnée par votre coéquipier, mais comme vous l'avez donné quasi en même temps, je vous attribue le point. Donc Tom mérite d'avoir gagné. Frédéric, vous avez été meilleur sur le débat sur le pape que le... Comme quoi on peut pas être bon partout. J'avais dit que c'était la pop anglaise, ma spécialité. On aurait aimé. C'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. À part Mentissa que personne connaît. Bon. Vous êtes gentil avec elle. Dans un instant, les infos. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Merci de nous retrouver. Vous connaissez le principe des vraies voix. C'est une émission interactive. Vous intervenez au 0826 300 300. Nous aurons un grand coup de projecteur tout à l'heure avec une consultation. Vous allez sur les réseaux X de Sud Radio pour donner votre avis. Les 3 vraies voix sont vraiment représentatives de plein d'idées différentes, de plein de concepts de vie différents. En fait, ils sont complémentaires. Autour de notre incontournable Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Vous sortez ce week-end ou pas, Philippe? Qu'est-ce que je fais? Je vais au restaurant ce soir. Ah bah voilà. Demain, j'y vais aussi. Et dimanche, je fais que de l'émission politique. Je regarde son d'arrêt. Voilà, donc ça va être très occupé. Mais hier, j'ai vu un merveilleux bourgeois gentilhomme à la Comédie Française. Oui, vous étiez à la Comédie Française. Merveilleux. Christian Eck, une mise en scène géniale. Un grand classique du bourgeois gentilhomme. Tom Conan, vous êtes un bourgeois, vous êtes gentilhomme? Non. Mais vous êtes auteur et voilà, vous êtes artiste et auteur. Voilà, si on peut dire. Mais pourquoi si on peut dire? Comment ça? Moi je vous ai lu, c'est très gentil, mais après vous savez, auteur.
faut pouvoir percer davantage encore, sans doute. Mais non, mais je suis ravi de ce travail littéraire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours des sujets qui sont simples. Et je suis pas dans des thématiques forcément de pur divertissement. J'aime bien mêler le sociétal et la fiction. Rappelons votre dernier titre. Mon dernier titre, c'est Capitale Rose chez Albin Michel. Voilà. Merci. Abel Boilly est avec nous, le président de Tous Unis. Alors vous êtes tous sur le terrain. On aurait pu rajouter ça à votre association. Exactement. Là, je rentre de Marseille où on a fait une mission de sensibilisation auprès des jeunes sur tout ce qui est confiance en soi, affirmation de soi, et puis aussi sur les sujets de la prostitution des mineurs et des sujets qui gangrènent notre jeunesse et qui la mettent en danger au quotidien. Et je salue le groupe qui a été exceptionnel durant mon intervention. Ouais, ça, en ce moment, c'est votre gros dossier. Mais vous reposez un petit peu ce week-end, non? Même pas. Oui, un petit peu. Voilà, un petit peu. Direction le 0826 300 300. Oui, bonjour Sud Radio, Guy, Paris. Le problème vient que depuis des années, le gouvernement israélien aurait dû se rendre compte qu'il a reçu gratuitement un territoire et qu'il avait l'obligation aussi de considérer les Palestiniens comme existant réellement et avoir eux aussi un territoire. Or, Benjamin Netanyahou, qui avait des casseroles aux fesses, s'est reposé pleinement sur l'extrême droite religieuse qui prétend que tout le territoire lui appartient. Voilà, cette extrême droite ne veut pas céder une partie du territoire pour les Palestiniens, alors qu'eux-mêmes ont reçu ce territoire cadeau par la communauté européenne, principalement sous l'action de la diaspora juive, sous l'action des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Merci pour votre écoute. Merci Guy de Paris, donc qui a laissé ce message, comme vous pouvez le faire tous, les auditeurs, sur le sujet d'actualité qui vous inspire, et vous avez le droit à la réaction des vraies voix autour. Alors, cet appel de Guy, on rappelle d'ailleurs qu'on n'a pas gratuitement un pays. Enfin, beaucoup d'Israéliens qui dénoncent le Hamas à la suite de la barbarie du 7 octobre ne sont pas loin de partager avec des nuances le point de vue de Guy sur le rôle néfaste de Netanyahou et évidemment la catastrophe de ces deux ministres d'extrême droite, si je ne me trompe pas. Tom Conan, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette question, ce que dit Guy, il le ressent, il nous le dit. Oui, enfin, il a raison d'évoquer ces questions-là, mais je pense qu'au-delà des questions d'analyse, là, c'est quand même vraiment la question de l'urgence. Il faut arrêter le massacre au plus vite, parce que ça se passe quand même, je vais pas dire sous nos yeux, mais à quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres de chez nous. Et on n'est pas directement partie prenante, mais on est quand même un pays allié d'Israël, donc on est quand même aussi un peu concerné par ce qui se passe là-bas. Et le massacre du 7 octobre ne doit en aucun cas justifier un autre massacre qui lui serait successif ou qui serait une conséquence plus ou moins indirecte. Ce qui se passe actuellement est innommable. C'est totalement innommable. Abel Boilly. Injustifiable. Solution à deux États, stop au massacre en Palestine. Et j'aimerais dire une petite chose, histoire de jeter un pavé dans la mare, parce que vous savez que j'aime bien ça. Il y a eu le massacre du 7 octobre, mais ce qui a aussi enflammé les choses dans le débat politique, c'est que quelque part, certains ont volontairement fait comme si les tensions entre Israël et la Palestine, la Cisjordanie, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Et dès que certaines personnes voulaient essayer, je ne vais pas dire expliquer un contexte, parce que rien ne justifie le 7 octobre. Je suis obligé de préciser, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais d'expliquer que ça date de plusieurs dizaines d'années, il y a eu des fois aussi un chantage à l'antisémitisme aussi, qui a été mis de façon, je dirais, un peu trop hâtive, ce qui a étouffé le débat et ce qui a empêché que l'on puisse aborder les choses de la façon la plus pacifique qui soit. C'est important que vous nous donniez, vous trois, votre point de vue, et vous, les auditeurs de Sud Radio. Guy, donc, qui inspire quelques réflexions sur ce sujet. N'hésitez pas au 0826 300 300. Dans un instant, nous parlerons de la question, là aussi, d'actualité sur la régulation sur notre territoire des médecins. Et oui, il y a des déserts médicaux. On va retrouver Félix Mathieu dans un instant sur la question. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Bradel. Vous êtes toujours les bienvenus dans les vraies voix de Sud Radio. C'est une demi-heure en plus particulièrement intéressante. Il va y avoir le tour de table de l'actualité de nos vraies voix. Philippe Bilger, Tom Conan, Abel Boilly. Et puis il va y avoir ce gros coup de projecteur que nous réserve à chaque fois Félix Mathieu. C'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
Félix Mathieu, l'info en plus consacrée à la proposition de loi contre les déserts médicaux qui a été adoptée à l'Assemblée nationale hier. C'était mercredi. Oui, c'était donc avant-hier. Voilà. Avec un objectif partagé par des députés de tous bords, réguler l'installation de nouveaux médecins. L'installation serait de droit dans les zones qui manquent de soignants. Par contre, dans les territoires déjà très pourvus en médecins, le nouveau venu ne pourrait s'établir que si un autre s'en va. Et cette proposition de loi, elle est issue d'un groupe de travail transpartisan qui a été adopté. Elle a été adoptée par l'Assemblée contre l'avis du gouvernement. François Bayrou, lui, proposait plutôt il y a quelques semaines d'envoyer chaque médecin faire 2 jours de service par mois dans un désert médical. Alors reste à voir ce que fera le Sénat après ce vote par l'Assemblée de cette proposition d'origine parlementaire. En attendant, pour en parler, nous sommes en ligne avec justement celui qui a initié ce groupe de travail transpartisan de plus de 250 députés à l'origine de cette proposition de loi. Bonsoir Guillaume Garot. Bonsoir. Bonsoir monsieur le député, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Député PS de la Mayenne, ancien ministre aussi de l'agroalimentaire. Alors des syndicats de médecins dénoncent une remise en cause de leur liberté d'installation, remise en cause qui serait selon eux contraire à leur statut libéral. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Absolument pas. C'est simplement un encadrement de la liberté d'installation dont le principe prévaut. Simplement, nous mettons en avant des principes, des impératifs d'intérêt général. Lorsque vous avez 6 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant, lorsque vous avez 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical, bien sûr qu'il faut agir, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça des patients sans médecin. On ne peut pas laisser comme ça se développer un sentiment d'abandon. C'est celui qui gagne tous ces patients qui ont de grandes difficultés soit à trouver un rendez-vous chez un généraliste, soit à trouver un rendez-vous chez le spécialiste. Et ça, c'est la vie quotidienne. Et donc, il faut, à un moment donné, c'est ce que nous avons fait, trouver des solutions. Je veux rappeler que la régulation de l'installation, c'est une idée qui a fait son chemin et qui marche, parce que les autres professions de santé, elles aussi, sont régulées. Les pharmaciens ne font pas exactement ce qu'ils veulent lorsqu'ils veulent ouvrir une officine. C'est très strict, là, pour les pharmaciens, c'est en fonction du nombre d'habitants. Alors, monsieur le député, les vraies voix veulent réagir. Question de Philippe Bilger. Monsieur le ministre, j'ai été frappé par le fait que, évidemment, beaucoup d'oppositions sont formulées à l'encontre de votre projet, mais en même temps, commence à se lever un petit peu une adhésion de la part d'une partie du monde médical, donc lui-même est parcouru par des tensions très intéressantes. Mais juste une dernière interrogation. J'ai eu l'impression que les déserts médicaux que vous cherchez évidemment à réduire, à battre en brèche, ont permis l'invention de multitudes d'initiatives locales et régionales qui ont pallié la pénurie, j'allais dire, étatique. Est-ce que vous avez eu cette impression comme moi ? Tout le monde a cherché des solutions. Et depuis des années, moi-même, j'étais maire de Laval, j'ai cherché à l'époque des solutions pour attirer des jeunes internes de l'hôpital et des nouveaux médecins dans notre ville et au-delà dans notre département. Mais toutes ces bonnes volontés, toutes ces mesures, ces actions, ces politiques d'incitation à l'installation, et rappelons-le, qui coûtent fort cher à la nation, parce que lorsque un médecin généraliste ou un spécialiste souhaite venir s'installer, tant mieux, dans une zone aujourd'hui sous-dotée, il est accompagné. Et il est bien accompagné de façon sur le plan financier. Ce sont des chèques, ce sont des aides, ce sont aussi des incitations fiscales très très fortes. Mais le constat, il est là. Aujourd'hui, je vous disais, 6 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. Je vous le disais, 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Donc toutes les politiques d'incitation, bien sûr qu'il faut les poursuivre. Et monsieur le budget, je suis entièrement d'accord avec vous. Tant mieux lorsque ça permet de trouver des solutions localement. Mais ces solutions locales ne suffisent pas aujourd'hui à régler l'ampleur du problème et qui risque de s'aggraver puisque devant nous, nous avons le creux de la démographie médicale. Ça veut dire qu'il y a un tiers des médecins des généralistes, je veux dire, qui, dans les 5 prochaines années, auront dépassé 60 ans. Et une grande partie d'entre eux, bien sûr, partiront à la retraite
sans avoir la garantie d'être remplacé. Donc il faut agir. Donc il y a urgence, c'est ce que vous dites. Une autre question alors rapide, cher Tom Conan, une question. Je pense qu'il y a 2 points. Il y a la question, est-ce que c'est efficace de réguler en ce sens, et est-ce que c'est juste? Alors l'efficacité, il semblerait que ça soit au rendez-vous, en tout cas par hypothèse, ça serait plus pertinent que les mécanismes d'incitation dont monsieur a parlé à l'instant. Donc il reste juste. Est-ce que c'est juste? Moi j'ai un peu évolué sur la question. J'ai tombé sur une vidéo d'un médecin hier qui disait oui, c'est pas normal, on fait 10 ans d'études, 12 ans d'études, on n'a pas le droit de choisir l'endroit où on peut s'implanter en fonction de nos intérêts familiaux, etc. Néanmoins, je me souviens d'un cours d'économie de la santé que j'ai eu il y a maintenant pas mal d'années avec un prof formidable qui rappelait aussi un point important, c'est que le système de santé est quand même entièrement solvabilisé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que évidemment que c'est une activité privée, hein, vous ouvrez votre cabinet en ville, voilà, si vous n'êtes pas praticien hospitalier, mais c'est une activité qui est solvabilisée entièrement par ce système socialisé qu'on a mis en place, auquel on est tous attachés, qui s'appelle la sécurité sociale. Donc à partir de là, il n'est pas anormal de demander des contreparties à ce système-là. Voilà, c'était votre point de vue. Pour conclure, cher Guillaume Garot, je le rappelle, député PS de la Mayenne. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait une forme de nouveau contrat entre la nation et ses soignants, et en particulier là, la nation et ses médecins. Alors, rien n'est simple, nous le savons, il n'y a pas une solution unique et miracle contre les déserts médicaux, mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut rien s'interdire contre les déserts médicaux et qu'on n'a pas tout essayé. Donc, il faut redonner confiance dans notre République à être présente partout sur le territoire national. Et quand on n'a pas accès à la santé, on se sent un exclu de la République. C'est bien entendu. Merci beaucoup. Merci Félix Mathieu pour cette question d'actualité précise. Dans un instant, les vraies voix aussi apportent leur sujet d'actu chaude. Restez bien avec nous, le tour de table arrive. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. C'est un moment important où les vraies voix vous apportent à vous, les auditeurs de Sud Radio, leur point de vue sur l'actualité. Nos 3 vraies voix, Philippe Bilger, Tom Conan, Abel Boilly. C'est parti, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons par vous, Philippe Bilger. Jean-Luc Mélenchon qui porte plainte contre le président d'honneur de la LICRA, qui l'a comparé à Goebbels. Oui, alors Alain Jakubowicz, puisqu'il s'agit de lui, a parlé du livre La Meute et il a eu quelques propos peu amènes à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et je dirais même des partisans et des députés de LFI, ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Et ça pose vraiment un problème. Il l'a comparé à Goebbels en ajoutant toute proportion gardée. Alors, à partir du moment où on ajoute la précaution de langage, toute proportion gardée, il me semble tout de même qu'il aurait dû, Alain Jakubowicz, s'abstenir de comparer Jean-Luc Mélenchon à Goebbels, parce que ça n'a pas de sens. Évidemment, on peut répondre que Jean-Luc Mélenchon a parfois traité ses adversaires, Fabien Roussel d'Oriot, et un autre, même un président d'université, de Hitler. Mais lorsqu'on n'aime pas la pratique d'un adversaire, je pense qu'il est normal et je dirais même moral de ne pas user des mêmes calamités à son encontre. Et au fond, c'est cela qu'a fait Alain Jakubowicz. Et en ce sens-là, je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans son rôle en portant plainte contre lui, même si devant un tribunal, l'avocat d'Alain Jakubowicz aura matière à plaider. Alors, petit rappel pour les moins avertis, Goebbels était un des proches d'Hitler qui s'occupait notamment de sa propagande, de toute sa politique de communication. Alors, réaction autour de la table, raison ou pas de porter plainte, Jean-Luc Mélenchon, Abel Boilly? Très rapide, je vais reprendre ce que vous avez dit. Quand on n'aime pas le modus operandi de son ennemi ou de son adversaire, on le reprend pas. Donc je pense que c'était quelque chose de tout à fait évitable et ça abaisse encore le niveau du débat public. Voilà, je pense que les Français s'en foutent royalement, très honnêtement. Et je pense que M.
Jakubowicz n'avait pas à le faire aussi. Tom Conan. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelait dans les mauvaises copies, quand on fait de la philo ou des sciences humaines, parfois on met en marge, enfin les profs mettaient reductio ad Hitlerum. Vous savez, ce terme pour dire, voilà, vous réduisez le comportement de l'autre à un comportement hitlérien, voilà, une sorte de raccourci souvent complètement absurde qui n'a généralement aucun rapport avec le schmilblick. Donc là, je pense qu'on est typiquement là-dedans. Non, Mélenchon n'est pas Goebbels. Et effectivement, il a sans doute raison de se défendre ensuite en justice, mais en effet, ça intéresse personne, ce genre de discussion, ces invectives, ces excès. C'est totalement à côté de la plaque. Donc j'espère qu'on va se concentrer sur des sujets plus intéressants après, mais ce qu'on fait depuis tout à l'heure, évidemment. Comme tu l'as dit, sans vouloir couper, on ne cesse de dénoncer, en tout cas certaines personnes ne cessent de dénoncer les excès de Jean-Luc Mélenchon, et la réponse c'est un nouvel excès, en fait, dans le même modus operandi, donc il n'y a aucune logique. Ça ne va pas faire avancer les choses. Merci Philippe Bilger pour votre tour de table. Vous, Tom Conan, vous souhaitez parler d'une initiative récente de la Commission européenne. Oui, alors ça fait des années qu'on parle de protectionnisme européen, mais en fait ça n'a jamais vraiment été mis en place. Pourtant on se plaint tous les jours, vous savez, de plateformes comme Shein, comme Temu, etc., sur lesquelles on peut importer des produits qui ne respectent pas effectivement des standards sociaux, environnementaux minimaux. Et donc voilà, au niveau européen, ça n'a jamais vraiment avancé, puisque ça a quand même été fondé sur l'idée de la libre circulation, sur une idée foncièrement libérale depuis son origine, depuis le traité de Rome de 57, l'acte unique de 86, Maastricht 92, etc., etc. Et en réalité, ce qui s'est passé il y a quelques jours, enfin le 7 mai plus exactement, il y a eu un revirement assez important de la Commission qui va désormais conditionner un certain nombre de critères pour postuler à ces marchés publics, à une stratégie qui généralise l'utilisation de critères de durabilité, de résilience et de préférence européenne dans les marchés publics de l'Union européenne d'ici au 4e trimestre de 2026. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais c'est pas très libéral du coup. Ça l'est absolument pas. Voilà, ça va totalement dans le sens inverse. On a enfin compris déjà que la plupart des autres zones, que ce soit l'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Amérique du Nord, le pratiquent depuis des années. D'un côté avec la sous-évaluation du yuan, côté chinois, de l'autre côté avec un protectionnisme sous différentes formes, avec des barrières tarifaires, non tarifaires, etc., bien avant l'ère Trump. Et donc enfin, l'Europe se réveille et modifie un peu la substance idéologique de certaines de ces règles. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose à saluer et qui va donc dans le bon sens. Donc c'est un coup de cœur d'une certaine manière. Exactement. Abel Boilly, à vous maintenant. Vous revenez sur l'allocution du président Emmanuel Macron. C'était le 5 mai dernier. Il était en compagnie de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il s'est exprimé devant les francs-maçons de la Grande Loge de France. Exactement, donc dans le cadre des 120 ans de la loi de la laïcité, donc la loi 1905. Alors, ce qui me gêne, ce n'est pas le fait qu'il célèbre cette date, c'est quelque chose de très important. La première chose qui me gêne, c'est pourquoi ne pas en avoir profité pour faire quelque chose de plus global, plus national, parce qu'on voit aujourd'hui comment est-ce que, et même je le vois auprès des jeunes, la compréhension de la laïcité est vraiment battue en brèche aujourd'hui. Vous avez d'un côté des personnes qui sont croyantes, peu importe la religion, qui ont l'impression que la laïcité est là pour annihiler leur foi, et de l'autre côté, vous avez certaines personnes qui sont laïques, athées, qui ont l'impression d'être, entre guillemets, embêtées, pour rester poli, par les croyants. Donc je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de plus important et de plus pédagogique. Et la chose qui me choque deuxièmement, c'est que quand même il a eu la phrase suivante: la France n'est plus la fille aînée de l'Église, elle est laïque, elle est la fille naturelle de la République. Alors, le principe de la laïcité, il est hors de question de le remettre en question, c'est la plus belle des libertés, mais je pense que dire que la France n'est plus la fille aînée de la République, comme je disais tout à l'heure lorsque l'on parlait du pape, on ne peut pas décharner les sociétés occidentales du fait religieux. Je pense qu'on ne peut pas décharner la France de son histoire chrétienne, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer le christianisme, on peut l'aimer, on peut l'ignorer, on peut le détester, et cela est valable pour toutes les croyances, mais je pense que c'est une erreur d'avoir dit cela. Et mais surtout, il parle de cohabitation entre les religions quand même, il n'exclut pas le religieux du débat. Bien entendu qu'il ne l'exclut pas, mais avec Emmanuel Macron, quand il parle, on ne sait pas s'il pense ce qu'il dit, s'il dit ce qu'il pense. En tout cas, il l'a dit. Donc surtout, il adapte son discours en fonction de qui l'écoute. Et c'est ça qui est dangereux. Et cette citation,
a fait du bruit quand même, parce que vous avez beaucoup de personnes qui trouvent que cela est scandaleuse, et je pense qu'ils pouvaient l'éviter et profiter de ce moment justement pour que l'on puisse parler ensemble de la laïcité et vers quoi nous allons marcher ensemble dans la France du 21e siècle, que nous soyons croyants ou non croyants. Je pense que cela eût été plus raisonnable de sa part. Merci à vous trois pour ce regard. Oui, sans compter que les deux étaient compatibles. Mais oui. En réalité, la fille est née de l'Église et la fille naturelle de la République. Mais la France est la République. Elle n'est pas la fille, en tout cas pour moi, elle est la République. La France, c'est une merveilleuse inspiration. Et avec Emmanuel Macron, on rajoute toujours de la confusion. Mais là où on n'a la pas France besoin. n'a pas commencé en 1789. Bien entendu. Dans un instant, notre coup de projecteur. 29 représentants officiels d'État se sont réunis ce matin au chevet de Vladimir Poutine à l'occasion de la traditionnelle commémoration du 9 mai sur la place Rouge. Une démonstration de force pour le président russe qui a mis les grands moyens au service de sa propagande. Parlons vrai et donnez-nous votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Répondez à cette question. Le défilé du 9 mai à Moscou a-t-il conforté le pouvoir de Vladimir Poutine sur la scène internationale? Les vraies voix vont débattre. Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, sera notre grand témoin. Réagissez, vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vladimir Poutine, souriant, assis aux côtés de Xi Jinping, accompagné des chefs d'État brésiliens, égyptiens, vénézuéliens, serbes et d'autres. Et puis le Premier ministre slovaque. Je vous le rappelle, la Slovaquie, membre de l'Union européenne. Tous assistent au défilé de l'armée russe, mais aussi de celle de 13 autres pays sur la place rouge de Moscou. Les images de la commémoration du 9 mai ce matin alertent inévitablement sur la force du chef d'État russe, pourtant mis au banc de la communauté internationale pour cause d'invasion de l'Ukraine. Le défilé du 9 mai à Moscou a-t-il conforté le pouvoir de Vladimir Poutine sur la scène internationale? Vous dites oui à 85% sur le compte X de Sud Radio. Continuez de voter. Appelez-nous au 0826 300 300. Aude vous attend. Quelles impressions vous ont faites ces images avec ces caméras embarquées sur les chars, avec ces plans très bien conçu de la réalisation russe pour envoyer au monde un signe fort? Réagissez au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix avec nous, Philippe Bilger, Tom Conan, Abel Boilly. Philippe Bilger, ce matin, est-ce que pour vous, Vladimir Poutine a réussi son pari? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça a renforcé le pouvoir de Vladimir Poutine et du président chinois, parce que en réalité, ce qui s'est passé à Moscou n'a fait que confirmer le partage du monde en deux. J'allais dire de manière un petit peu schématique, le monde des démocraties même imparfaites et le monde des dictateurs. Et j'avoue que ça m'a fait froid dans le dos de voir le président chinois et Vladimir Poutine, ces deux dictateurs sans pitié, avec leur soutien autour d'eux, sans doute délibérés pour une marche du monde qui ressemblerait à ce qu'ils souhaitent pour le pire. Moi, j'avoue que ça me fait très peur, mais j'espère que nos démocraties et le président Macron sur ce plan-là, Dieu sait qu'on peut le critiquer, me semble tenir bien la barre, enfin, au sein de l'Europe, il n'est pas le plus médiocre de ses dirigeants. Pour nous éclairer et peut-être aller dans le sens de ce que vous venez de dire, Philippe Bilger, Jean-Baptiste Noé, donc le rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé, on rappelle qu'en plus, le Premier ministre indien, Narendra Modi, était à l'origine attendu à Moscou, mais du fait du conflit avec le Pakistan, il ne s'est pas rendu. C'est-à-dire qu'on aurait eu quoi? De représenter un tiers de la population planétaire? C'est affolant ce qui s'est passé ce matin, Jean-Baptiste Noé. Oui, c'est un signal très fort qui est envoyé au monde.
Et surtout, on voit comment un événement important, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est utilisé pour la donne géopolitique actuelle, et notamment pour défendre la guerre en Russie actuelle et l'actuelle recomposition du monde. Donc le politique utilise toujours l'histoire, il instrumentalise toujours l'histoire à son profit. On en a une démonstration. Et c'est très important, les symboles. Et ce qu'on a vu là est éminemment symbolique. C'est un message qui est important, qui est envoyé. Et il me semble important d'éviter aussi cette confrontation, d'éviter cette logique des blocs. D'ailleurs, on a signé aussi des partenariats avec l'Inde, côté français, mais dans cet enfermement dans lequel les BRICS ou un pôle sud veut enfermer le monde, le rôle de la France, ça devrait être notamment d'éviter cet enfermement et de défendre une voie un peu plus autonome. Bon, alors des BRICS, tous n'étaient pas là. Le Brésil présent, la Russie, évidemment, bien sûr, mais les aspirants, notamment de l'Arabie Saoudite, plus l'Afrique du Sud, n'étaient pas là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce pôle. Tom Conan, vous êtes un artiste, vous êtes un homme d'image, vous êtes un homme de réflexion. Les images ce matin vous ont choqué, j'imagine. Ouais, et ça m'a rappelé un vieux débat, vous savez, sur l'opposition. C'est un truc qu'on étudie, genre à Sciences Po, en fac de droit, je sais pas. Sur l'opposition entre Huntington et Fukuyama, la théorie d'Huntington, c'est le choc des civilisations. Fukuyama, c'était plutôt celle de la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'après la chute de l'URSS, au début des années 90, on serait rentré dans un monde libre d'une certaine façon, où la démocratie et aussi une forme d'économie de marché prédominerait. On voit qu'effectivement, actuellement, c'est un renversement total de paradigme qui est en train de se faire. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur à l'instant, dire qu'il ne faut pas rentrer dans ce paradigme huntingtonien d'une certaine façon et recréer un choc des civilisations systémique avec des oppositions paradigmatiques. Jean-Baptiste Noé, alors on va donner les noms, bon, je fais un petit clin d'œil, histoire de défendre un petit peu, de détendre l'atmosphère. Toutes les erreurs sont permises, là, évidemment. Détendre, défendre, tout marche. Il y a le Zimbabwe, il y a le Congo, il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte, il y a la Serbie, et puis il y a ce pays qui est quand même membre de l'Union européenne, la Slovaquie, représentée par Robert Fico, le chef de l'État serbe. Il n'y a pas un moment où on dit vous y étiez, vous n'êtes plus de l'Union européenne, ça marche pas aussi simple que ça, mais enfin, on peut se poser la question, Jean-Baptiste Noé. Oui, alors on a aussi des pays qui mangent un peu à tous les râteliers et qui vont là où ça les arrange. Donc comme la Serbie, par exemple. Oui. Exactement. Donc quand il faut avoir des financements de l'Union européenne, ils sont côté européen, et quand il faut avoir des intérêts avec la Russie, ils sont côté russe. C'est pareil également de certains pays africains. Donc vous avez des pays qui savent jouer des rivalités entre le bloc russe et le bloc américain, et qui sont plus dans l'opportunisme que dans une réelle confrontation mondiale. Kazakhstan, Biélorussie, évidemment, on s'y attendait, mais Vietnam, Arménie, Cuba, Venezuela, Abel Boyi, il y a des gens qui ne doivent pas sortir indemnes de ce qui s'est passé ou pas ? Je pense que c'est assez compliqué de répondre oui ou non à cette question, mais je reviendrai sur ce qui a été dit sur le symbole. Pour lui, c'est une réussite totale. Faut se souvenir comment la cérémonie de l'année dernière était moquée par la presse internationale, ou même dans la presse russe, il était écrit que la présence des quelques chefs d'État africains qui étaient là était nécessaire pour le côté exotique, en fait. C'est-à-dire tellement il y avait peu de chefs d'État, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. Vladimir Zelensky a réagi puisqu'il a annoncé le sommet des dirigeants de la coalition Volodymyr, excusez-moi. Et Lula, quand même, en fin d'après-midi, a appelé à un renforcement du partenariat stratégique avec Moscou. Donc le symbole aussi permet d'instrumentaliser, voire de manipuler, mais pourquoi pas d'obtenir des résultats inespérés. Comme on dit, on ne sait jamais, sur un malentendu, quelque chose peut passer. Philippe Bilger, je vois à l'instant un SMS de notre ami Éric Revel qui est toujours très pertinent. Lui, il considère un peu comme Abel que c'est un renforcement en réalité du Sud global, et donc que comme vous l'avez dit aussi, il considère que c'est plutôt une victoire de Vladimir Poutine. Mais moi, j'ai une vision peut-être toujours tristement morale de la vie internationale.
internationale, j'y vois plutôt le sentiment glaçant que cet univers-là nous menace et qu'en réalité, il n'est écrit nulle part qu'il va s'arrêter jusqu'en Ukraine. Oui, et surtout, on parle de puissance nucléaire, hein, enfin, s'agissant de l'Inde, de la Chine ou de la Russie. Donc, c'est quand même des forces de dissuasion qui sont extrêmement puissantes, quoi. Alors, la Corée du Nord, évidemment, était représentée, bien sûr. Hein. Il y avait 29 nations. Bon, il y a aussi les Serbes de Bosnie. Alors après, il y a des pays comme l'Ossétie qui ne sont pas forcément reconnus par l'ONU. Bon, mais au-delà de ça, Jean-Baptiste Noé, ça veut dire quoi? 13 armées de 13 pays différents ont, en fait, moi, c'est ce symbole peut-être qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'il y a le défilé de l'armée russe qui revient d'Ukraine et qui défile, et à côté d'elle, il y a 13 armées de 13 autres pays. Ça, c'est déjà vu, ça, ou pas dans ces commémorations, parce que ça fait froid dans le dos? Pas à ma connaissance. Bah oui. Je pense pas. Je serais peut-être démenti, mais je pense pas. En tout cas, envoyer son armée, c'est évidemment un élément, un symbole très fort. Hein. Ça veut dire que on est alliés et que si l'armée défile côte à côte, on est prêt un jour à les faire combattre côte à côte. Et c'est clair, oui. Donc, c'est un message qu'il faut pas négliger. Et pour moi, le vrai sujet aussi, c'est comment les démocraties peuvent redevenir désirables. C'est pas uniquement par l'argent, c'est pas uniquement par le mode de vie. Il faut aussi présenter ces systèmes politiques comme étant meilleurs et plus désirables que les autres. Et aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de pays démocratiques ont perdu un peu cette désirabilité et que c'est le pouvoir fort, la dictature, l'autoritarisme qui devient désirable. Et ça, c'est assez dangereux. Comment, par exemple, le clan de l'OTAN doit réagir à ce qui s'est passé avec les pays qui étaient présents à Belboï? Il risque déjà de réagir en étant présent auprès de Volodymyr Zelensky ce week-end. Maintenant, c'est assez compliqué. Il faut éviter la montée, il faut éviter de tomber dans une espèce de guerre intellectuelle entre l'Occident, l'Occident démocrate et les autres pays, que ce soit les pays en voie de développement ou les pays asiatiques qui sont plutôt représentés par des dictatures. Et effectivement, comment redonner une image positive de la démocratie? Je pense que c'est par l'incarnation politique aussi. Parce que s'il y a une crise de l'image de la démocratie, on le voit en France, comment le président de la République peut être regardé, mais on le voit dans de nombreux pays occidentaux. Il y a une crise de la représentation, il y a une crise de l'amour pour le politique aussi. Et c'est vrai que même, je le vois même auprès des jeunes, faut pas croire quand je fais certains débats, et je finirai dessus, une personne comme Vladimir Poutine est très respectée par certains jeunes. Pourquoi? Ils n'y connaissent rien à ce qui se passe politiquement. Mais il incarne une autorité, il incarne une force masculine qui plaît à beaucoup de jeunes. Rapidement. Il faut éviter effectivement le choc des civilisations, ce que je disais un peu tout à l'heure. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'au sein de l'OTAN, aujourd'hui, on peut plus du tout traiter évidemment les États-Unis comme l'allié historique qu'ils étaient toujours. Donc c'est encore moins évident de parler d'une seule voix. Alors, pour conclure, Jean-Baptiste Noé, j'ai une question simple à vous poser et vous répondrez rapidement et simplement. Les 29 représentants d'État présents ce matin à Moscou étaient-ils tous réellement des alliés de Poutine? Non, pour beaucoup, ils sont allés pour des raisons circonstancielles. Après, ils voient d'abord leurs intérêts, ils seront prêts à se rapprocher des États-Unis ou de la France si besoin. Et ça peut rassurer parce qu'il faut aussi relativiser quand même. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Merci les trois vraies voix. Philippe Bilger, Tom Conan, Abel Boilly. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à toute l'équipe présente aussi ce soir. Dans un instant, nous parlons rugby. Alexandre Priam est là. C'est important, l'avant-dernière journée Pro D2 de la saison régulière. Alexandre, ça va faire fort ce soir. Oui, avant-dernière journée effectivement de la saison de Pro D2, on sera avec Félix Panguero, avec toute l'équipe pour vous présenter le sprint final de ce magnifique championnat que vous suivez depuis le début de la saison sur notre antenne. Super excitant. Merci Alexandre Priam, on vous retrouve dans un instant, il y aura les infos bien sûr, à tout de suite.